Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler d'une modification qu'on a fait sur une machine récente, sur une rampe d'irrigation récente. Donc une machine qui a été vendue en 2018 par la société Eau Vive, une machine fabriquée par un de nos fournisseurs historiques. Et sur cette machine on a eu beaucoup de soucis. Alors il faut savoir que cette machine est une des premières versions élaborées par le fabricant. Et donc il y a eu beaucoup d'améliorations apportées par la suite sur les machines. Et donc on a eu quelques soucis avec cette machine parce que c'était une des premières tout simplement. Et donc on a eu un SAV très conséquent sur la machine sans pour autant parvenir à régler tous les problèmes. Donc aujourd'hui on va vous montrer un petit peu comment on a réussi à résoudre ces problèmes. Chez Eau Vive on a travaillé tout l'hiver sur cette machine pour corriger. On a modifié pas mal de choses et on a fini par créer des pièces, modifier, créer. Donc toutes les pièces que vous voyez qui sont vertes sur la machine sont des pièces qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et on a fini par remplacer complètement l'armoire par une armoire Eau Vive. Puisque depuis 2 ans maintenant, on fabrique nos propres motrices de rampe. Et donc on a adapté notre solution sur cette machine pour notre client qui n'était pas du tout satisfait des performances. On a été quasiment incapable en 3 saisons, en 3 étés, on a été quasiment incapable de faire un parcours entier sans devoir intervenir sur la machine, sans que la machine se mette en défaut. Et donc quand on parle de parcours, on parle d'un aller-retour plus une rotation de moins de 90 degrés et revenir à la position de départ. Donc ça, la machine n'arrivait pas à le faire, on avait des problèmes de traction, des problèmes de guidage. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. En aucun cas c'est pour discréditer le fabricant d'origine de la rampe qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour résoudre ce problème. C'est surtout pour vous montrer que il est possible de modifier des machines, alors effectivement moyennant quand même des coûts et du temps, mais aujourd'hui on a une solution qui peut se mettre sur n'importe quelle machine, alors que ce soit une machine récente ou une machine bien plus ancienne. Si demain vous avez un guidage à rénover sur une motrice qui a 20 ans, ça peut se faire. Le but de la vidéo c'est de vous montrer un petit peu notre savoir-faire, mais en aucun cas de discréditer ou de cracher sur le fabricant de la machine d'origine. Les 10 mètres dans l'autre sens, j'ai modifié mes réglages pour qu'elles viennent se foutre un petit peu plus comme ça, là dans ce cas présent, quand elle arrive ici. Et ça c'est vraiment le réglage du guidage avant. Dans l'autre sens, c'est un autre réglage, je verrai ça là-bas quand je serai au bout. Mais pour que tu puisses avoir un réglage ici qui est précis, il faut pas que tu aies de jeu là. Parce que comme ton sillon, des fois c'est pareil, tu vas avoir des mauvaises herbes qui vont pousser, tu vas avoir des mottes qui vont se foutre. Ça va avoir des fois tendance à pousser ton sabot comme ça. Et si c'est le cas, ça vient changer ton guidage. Tu peux rien régler. Cette partie vraiment, elle doit avoir aucun jeu. Ça doit être bien propre. Sachant que là, le sillon est parfait. Non. Enfin, il n'est pas refait. Oui, il est pas refait. C'est pas parfait en un mot. Voilà. Tu vois, faut que je resserre là. Ouais, ça va pas. C'est le genre de truc à vérifier, Au printemps, les trucs à vérifier, c'est tu regardes ton guidage, tu regardes que tu n'as pas de jeu, tu mets ta machine en avancement, tu appuies, ça clique, ça s'arrête. Quelles que soient les machines, quelle que soit la marque, moi je conseille toujours aux gens au printemps, s'il y a 2-3 vérifications à faire, c'est j'enclenche mon butoir, je vérifie que ma machine elle s'arrête. Que pendant l'hiver, j'ai pas une défaillance sur les fins de course, c'est du matériel électrique, c'est pas éternel. Ça peut que ça soit abîmé. Fin de course qui prend l'eau ou qui se grippe. Un fil abîmé. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient les soucis sur cette machine rapidement et qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de corriger, parce que pour l'instant on n'a pas encore le résultat, mais ça ne saurait tarder. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapide? Alors, d'abord le tirage du souple et l'adhérence au sol et du coup le pilotage de la motrice. En fait, sur cette machine-là, il y a eu un changement de direction en cours d'affaires. Ça devait au départ être une machine qui tire un PET. Donc on a 600 mètres de long, 620 mètres exactement de long, de parcours. Donc ça veut dire 310 mètres de part et d'autre. Et donc on avait des problèmes de patinage. La machine n'avançait pas, elle n'arrivait pas à traîner son souple. Et
la mesure de distance étant calculée en fonction du temps d'alimentation des réducteurs au niveau de la motrice, le temps d'avancement était faux. Et en fait, tout était calculé dans l'ordinateur en fonction de ces distances. Les arrêts canons, même les comportements de la machine, c'est-à-dire qu'on arrivait à la buter au fond, on se retrouvait avec des centaines de mètres de différence dans la vue entre ce que la machine a calculé et la position réelle de la butée. Et à chaque fois, la machine elle se mettait en défaut, elle disait non, je suis pas bon. Donc ça, c'est obligé qu'avec un PE, ça aurait peut-être moins accroché, mais avec un sou de rampe, ça accroche beaucoup plus. Donc d'abord, les premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a lesté la machine. Là, on a lesté, on a rajouté 600 kg devant, 600 kg derrière. On a 1 tonne de masse de trottoir, 100 kg par masse de trottoir. On a remis des roues pleines d'eau. On a aussi changé le type de roues. C'est des roues qui s'écrasent plus, donc qui vont avoir tendance à avoir plus d'adhérence au sol. Ces roues qui se déforment, qu'on n'avait pas avant. Ensuite, ce qu'on a fait pour avoir une mesure de distance qui soit plus fiable, c'est qu'on a mis une roue codeuse. Donc la fameuse roue codeuse, c'est ça. Bricolée avec les pièces d'origine de la machine. C'est ça. Donc en fait, sur le principe, c'est très simple. C'est qu'on a un détecteur inductif qui est caché là dans le châssis et qui va venir lire des petites cames métalliques. Et à chaque fois qu'il va voir passer une came, il va rajouter tant de centimètres. Donc ça fait que la machine, elle peut avancer en crabe, elle peut avancer un couche pilote à gauche, un couche pilote à droite. De toute façon, la roue, elle suit le sol. Donc si la machine n'avance pas, si elle fait que de faire ça, mais qu'au final ça n'avance pas, elle sera bonne dans sa mesure. Ça va nous permettre d'avoir des arrêts canons plus justes. Et puis après nous, notre parti pris, c'est aussi de ne pas prendre des décisions de mouvement en fonction des distances mesurées, parce que tu peux toujours avoir un problème. Les butoirs, je sais que c'est pénible, mais les butoirs c'est ce qu'il y a de plus fiable. Tu arrives au bout, tu rencontres une butée, tu es sûr de ta position, tu sais que ce que tu fais, c'est bon. Ouais. Ensuite, donc ça c'était l'un des principaux problèmes. Ensuite, on est sur une machine qui est quand même assez longue, il y a 6 travées, donc ça représente que ça tire aussi. Sur la machine, le pilotage est compliqué. Et c'est pareil, on avait un guidage qui était basé sur un codeur angulaire en haut, au niveau du collecteur. Exact. Donc nous, le codeur angulaire, on l'a toujours, mais c'est pareil, c'est informatif et utilisé uniquement pour les arrêts canons. Parce que c'est pas grave, s'il y a une erreur, si ça oscille, s'il y a une perturbation, si c'est grippé, les arrêts canons, ils seront peut-être un peu faux à 5 mètres près. C'est pas grave. En revanche, on avait des problèmes de grippage justement sur ce codeur angulaire en haut, parce qu'en fait au niveau de la canne, le collecteur, c'est une canne en inox qui traverse. Et en fait cette canne, pour être étanche, elle est prise entre 2 brides. Et en réalité, la canne inox, elle n'est pas tout à fait bien centrée, ce qui fait que quand on serre au niveau de la bride pour avoir une étanchéité, ça vient la forcer. Ce qui fait qu'en fait, ta canne inox, elle n'est pas tout à fait libre. Elle bouge, ça va pas. Et ton collecteur, il est pas libre. Et ça fait que notre angle, il n'était pas bon. Et toute la régulation se faisait en fonction de l'angle de la machine. Donc la motrice n'avançait pas quand il fallait. Elle ne faisait pas avancer les travées comme il se fallait. Donc elle se mettait dans des situations pas possibles où après, il y avait trop de tension mécanique, elle n'arrivait plus à s'en sortir. Donc tout le pilotage, ça n'allait pas. Donc on est parti sur quelque chose toujours de très basique, classique, basique. Donc on a mis des détecteurs avec des systèmes de cam. En fait on voit des choses les plus longues possibles. On a vraiment fait un déport assez important d'1 mètre de long, ce qui fait que et on est pris sur le double palier. Hein. Donc en fait dès que la travée elle va avancer, le double palier lui va suivre, puisque de toute façon c'est un double palier qui est graissé avec des joints toriques, c'est vraiment fait pour. Ça va accompagner vraiment le mouvement de la première travée. Et comme on a 1 mètre de long, on va tout de suite le voir sur les cams, ce qui fait qu'on va avoir tout de suite une réactivité sur l'avancement. La motrice, elle va avancer au bon moment. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est que dans notre décision de est-ce qu'on avance ou pas la motrice, on a pris en compte les positions des guidages. C'est quand ta motrice, elle va vouloir braquer vers ses travées, elle va se retrouver dans une situation où elle va diminuer son angle. Et ça, c'est dangereux pour une motrice. Parce qu'en fait, elle ne peut pas faire reculer ses travées. Elle ne peut que les faire avancer. Et en fait, à partir du moment où tu braques vers l'avant, on fait avancer la motrice à 100%. On ne l'arrête pas. Parce qu'il faut absolument qu'elle reprenne de l'avance. Une motrice doit toujours avoir de l'avance sur ses travées. Sinon, vous allez retrouver avec cette espèce de forme de banane là. Parce qu'elle, la dernière tour, elle ne peut pas reculer. Donc elle, si elle a trop avancé,
Après la motrice elle va avancer et les tours du milieu elles vont se retrouver en banane. Ouais. Sécu travé, t'es mort. Donc pour éviter ça, on essaye le plus possible. Quand on voit que la motrice elle va vouloir venir braquer vers l'intérieur, vers ses travées, on coupe les travées, on avance que la motrice jusqu'à ce qu'elle soit revenue à peu près dans une position correcte. Alors au niveau des micro-coupures, les armoires intelligentes c'est très bien. Le seul problème c'est que quand tu as une micro-coupure, il faut que tu viennes relancer la machine. Ton électrovanne du coup elle est fermée. Mettons, tu es en train de travailler, tu fais ton groupe de soudure à l'atelier, boum, tu fais sauter le différentiel, tu as coupé ta pompe, tu as coupé ta rampe. Il faut que tu relances ta station de pompage, il faut que tu reviennes ici pour appuyer sur le bouton pour relancer ta rampe. Parce qu'elle, elle repart pas toute seule. Ça, c'était embêtant. Donc ce qu'on a fait, déjà c'est que nous, avec notre automate, on coupe le jus, on remet le jus, bah, il reprend là où il en était. Donc s'il était en train de fonctionner, il repart. Et en plus, on a une vanne motorisée. Donc, au lieu d'une vanne hydraulique, ce qui fait quand il va y avoir une coupure d'alimentation, ta vanne va rester ouverte. Donc tu vas remettre ta pompe en route, la vanne elle est ouverte, le jus il va revenir, ça va se remplir, la pression va monter et puis ça repart quoi. Donc en fait, si tu as une radiocommande sur ta station, tu relances ta station. T'as pas besoin de revenir ici, et ainsi de suite. C'est beaucoup de temps. Hein. Donc ça, ensuite on a eu des problèmes, énormément de problèmes avec ça. En fait, sur cette machine, à l'origine, il y a des capteurs photoélectriques. Donc je déconseille fortement. Il y a des endroits où ça marche. Mais nous ici, on est la région centre, au printemps. Même si les journées sont chaudes et venteuses, la nuit, il y a beaucoup de condensation, il y a beaucoup d'humidité. Et en fait, les capteurs photoélectriques vont se remplir de buée et tu vas perdre ton capteur. Et alors, ce qui est infernal, c'est quand tu es en rotation, il suffit que tu perdes ton capteur. Des fois, ta machine, elle tire parce que tu as 6 travées qui tirent. Donc ta motrice, elle va se décaler un tout petit peu. Ton capteur, il va juste... Avant, il était là. Et puis d'un coup, il va lire là. Donc tu arrives le matin, tu pensais que ta machine, elle avait changé de champ, elle était passée de là à là. Et elle est comme une con au milieu. Donc ça, donc en plus, non seulement tu as la problématique en fait, il ne te livre pas un catadiop tout d'un seul tenant, il te livre un catadiop avec des têtes de boulon, des endroits où il y a du noir, donc des fois, voilà. Et en plus, c'est des capteurs qui sont beaucoup trop sensibles aux conditions climatiques. Nous, on est tout avec des détecteurs inductifs ou des fins de course. Puis on a beaucoup moins de types de capteurs différents aussi. Ouais, c'est ce qu'on veut. Nos capteurs aussi, inductifs sont tous les mêmes, que ce soit sur l'articulation du bras, celui qui est au bout. On a deux types d'actionneurs, enfin on a deux types, pas d'actionneurs, mais de capteurs. On a ces petits détecteurs là inductifs, hein, pas M16, M12 pardon, qui se vissent, avec toujours la même connectique. Ça c'est de la connectique DIN, donc c'est parfaitement étanche. En fait, vous avez un petit... Non, ça peut se mettre en sécu parce que c'est le... Voilà, et c'est parfaitement étanche. Si on a besoin de changer quelque chose, ça, on le visse. Et à la fin, on a un petit quart de tout, clac, et là c'est étanche. Pareil sur les petites fins de course là, ici. Donc c'est pareil, c'est la même connectique. Et tous ces fins de course là, en fait, on peut tourner la tête. Ils sont très faciles. Je les oriente comme je veux, c'est ça. Donc la dernière tour, je mets ça, les sécurités travées, je mets ça, partout sur ma motrice, je mets ça. Donc en fait, j'ai 2 modèles de capteurs et ça peut me faire plein d'usages différents. Et donc là, le ressort, on est d'accord, hein, c'est uniquement pour protéger quand il vient en butée. Hein. C'est pas un poussoir. Non. On est vraiment sur l'induction, c'est faut mettre du métal en face. C'est ça, il va y avoir quelque chose de métallique. Alors, autre problème qu'on avait, c'est que sur la machine avant, les butoirs, ils venaient sur un espèce de portique ici. C'est lui, non? Ouais, c'est lui. Tu avais une espèce de portique qui se prenait là. Ça faisait ça, et tu as un truc qui descend là. Ah oui, il y avait un bras oscillant. Voilà. Qui venait sur les butées. Qui venait sur les butées qu'on voit là. Qui sont comme ça. Le problème de ce portique, c'est que des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ta machine, elle guide, et quand elle arrive au bout, elle a 300 mètres de souple à tirer. Souvent le souple, il n'est pas centré au niveau du tirage. Là, on a essayé de le centrer pour justement que la machine elle soit tirée à peu près équilibrée. Parce que quand tu as ton tirage de souple qui est déporté, ça fait que ta machine elle va tout le temps être un peu comme ça. Et en fait, elle avance comme ça. En fait, dans la plupart des cas, on est choqué des fois de voir des machines qui avancent en crabe.
Mais en fait, c'est normal. Enfin, quand tu tires 300 mètres de souple, c'est très très rare que tu aies une machine où tu arrives à être parallèle en permanence tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, si tu te mets comme ça, tu vois que ton centre ici, ta position centrale, elle a tendance à bouger en fait. Et donc des fois tu vas échapper, tu vas passer au-dessus de ta butée, tu vas pas l'avoir parce que tu as pris 20 cm comme ça, 20 cm comme ça. C'était la galère. Et en fait, c'est vraiment ces butoirs-là, c'est tes butoirs de sécurité. C'est-à-dire que si tu loupes, tu finis dans le champ du voisin. Ou sur la route. Ou sur la route. Si tu as un groupe électrogène, c'est encore pire. Hein. Ta machine, ça s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. L'électricité, elle y va. Hein. Elle est partie. À moins qu'elle soit en eau et que ça coupe le tuyau d'eau et que là, elle te dise ah, défaut de pression, je m'arrête. Donc nous, ce qu'on fait pour éviter ce risque, on a quand même un butoir qui est situé au milieu, mais c'est pour la butée escamotable. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de toute façon une butoir ici sur le sillon. Ouais. Parce que le sillon, de toute façon, ton truc, il est forcément dans le sillon. Voilà. Tu peux pas, ta machine, elle aura beaucoup de mal à sortir de ce. Si le sillon est bien fait, ton sabot, il ne sortira pas du sillon. Donc forcément, tu arrives en bout, tu rencontres ton butoir, ça s'arrête, tu sais que tu n'iras pas plus loin. C'est plus sécurisé. Après, au niveau du souple, ce qu'on a souvent comme problème, c'est du souple qui se pince. Parce que 300 mètres de souple, ça veut dire beaucoup de perte de charge. Ici, on est sur une parcelle où avant, on avait un pivot. Donc, on a un réseau qui était déjà existant, avec une pression de sortie de bouche qui était autour de 8 bars, 7-8 bars. Ce qui est parfaitement, même surdimensionné pour un pivot. Oui, c'était aussi parce qu'il y a de l'enrouleur pas loin et qu'on n'est pas loin de la station non plus. Voilà, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que dans un souple de rampe, on perd énormément de pression. Surtout qu'on a dû diminuer le diamètre du PE, le diamètre du souple, pour que ça soit plus facile à tirer. Parce que 4 pouces, ça ne l'emmenait pas. 300 mètres de 4 pouces, c'était On est sur du 3 pouces et demi. Là, on est sur du 3 pouces et demi. Donc là, la machine arrive à l'emmener. Par contre, on a plus de perte de charge. Ce qui fait qu'on arrivait ici, là où moi, j'aurais aimé avoir 5 bars. 5 bars, c'est bien. Tu sais que le souple, il va pas plier. Mais là, on est entre 3 et 4 bars. On a quoi comme débit déjà sur cette machine? Débit système, 80 mètres cubeurs. Ouais, c'est 80 mètres cubeurs. Ouais. Donc 80 mètres cubeurs dans du 3 pouces et demi sur 310 mètres. Tu perds 2 barres, 2 barres et demi. Facile, ouais. Donc du coup, oui, là, on a une pression un peu faible. Voilà, le tuyau, il se pince. Il Le souple, il va se pincer. C'est obligé. Parce qu'en fait, un souple de traction, vous allez voir que il va pas faire une jolie courbe, il va se pincer. Le seul moyen pour qu'il fasse pas de pincement, c'est qu'il faut qu'il ait au moins 5-6 barres dans la tronche. C'est pas le cas. Donc, la solution, c'est de mettre du souple épais. Qui va être plus lourd, plus épais, qui paraît du coup moins souple, mais en fait qui va beaucoup mieux se prêter et qui va beaucoup moins se passer. Là, il est vide, donc il se plie, hein, c'est normal puisqu'il n'y a pas d'eau qui passe. Mais en fait, quand il va être en pression, et j'ai des vidéos là-dessus, on a vraiment des rayons de courbure qui sont très petits et ça va très bien se placer sous la machine. On va plus avoir ces problèmes de pincement parce que qui dit pincement dit l'eau, elle a du mal à passer. T'as une chute de pression dans l'entrée de ta machine a dit mais moi j'ai plus de pression, je m'arrête. Donc on a mis, donc évidemment on n'a pas mis 310 mètres de souple épais. Non. On a mis, il y a quoi, 5 mètres, 6 mètres? Il y a 2 mètres pour aller jusqu'au raccord d'accrochage. Ouais, et après derrière il y a 6 mètres pour accompagner correctement la coupe. Donc là on n'a pas branché le souple. Là bien sûr tu as ton souple classique. Après on part sur le souple classique. Qui est fixé avec une frette ici. Et jusqu'ici on a 6 mètres de souple épais pour pouvoir accompagner vraiment la courbure et limiter les pincements. Voilà, ta frette elle vient se mettre ici. Toi tu viens glisser ton souple ici. Et plus tu vas tirer, plus ça va serrer. C'est très simple et très pratique. L'accrochage et le décrochage sous la machine. On a des clients qui nous ont dit, moi ça me pète le dos de devoir me glisser sous la machine pour accrocher, décrocher. Bah, c'est pas génial. Surtout que sur cette machine-là, on avait un système d'accrochage avec toute une vanne quart de tour qu'il fallait porter. Donc ce qu'on a fait, et en fait vous voyez quand la machine est en avancement, ce système d'accroche il est extérieur. Donc c'est ici qu'on va venir défaire les oreilles. C'est un raccord fermant là, tout bête. On vous défait les oreilles. On décroche la chaîne et c'est ici qu'on va venir brancher le souple. Donc le but c'est qu'un opérateur, il n'est pas besoin de se glisser sous la machine pour changer son souple. Parce que déjà il a plus de facilité à travailler. Il y a eu des modifs de fait sur certaines machines où il y a des boutons ici avant-arrière
pour déplacer la machine. Ah oui, pour te faire... Ouais, ils ont fait ça. Ouais. Alors le problème qu'on avait avec la machine aussi, c'est qu'elle est complexe. Elle était complexe. Dans le sens où tu n'avais pas de mode manuel facile. Donc du coup on a mis notre armoire, c'est notre armoire de rampe standard. C'est ça. Ah puis ce qu'on a rajouté aussi, c'est un entretien du sillon. Donc ah là, oui, j'ai pas encore ce qu'on a mis sur notre modèle de rampe. J'ai pas encore raccordé, j'ai pas mis les pissettes, mais en fait on a des pissettes de chaque sabot qui mouillent le sillon avant qu'on vienne rentrer dedans. En fait, il s'auto-entretient. On fait pisser dans le sens où on avance. Comme ça, on a un sillon qui s'auto-entretient. Ok. C'est notre armoire de rampe, tout à fait. Donc, alors, on a cherché à faire quelque chose de simple d'utilisation pour le client, c'est-à-dire que, en fait, on a deux modes. On a un mode automatique où là, on va aller chercher à utiliser la programmation, on va pouvoir programmer jusqu'à 100 secteurs qui peuvent s'enchaîner, parce qu'on a 10 programmes de 15 étapes. Non, c'est 150, ouais. 10 c'est programmes 150, de 15 c'est ça. étapes. Ouais. Qu'on peut boucler sur elles-mêmes ou enchaîner les unes derrière les autres. Donc ça permet d'avoir vraiment de s'adapter un peu à toutes les situations. On va aussi configurer la machine, on va lui dire si elle a débuté escamotable ou pas. Moi ce que je voulais surtout c'était avoir un mode manuel. Mode manuel, j'ai besoin de bouger ma machine pour faire un essai, juste pour vérifier, chercher une panne des fois. Quand on a des trucs compliqués, et quand il y a une panne, des fois pour la trouver c'est coton. Donc le mode manuel, c'est les boutons qui sont tous raccordés à l'automate, il n'y a pas un circuit en parallèle. On le voit bien quand on modifie la vitesse, on voit la pluvio. C'est ça, en fait la vitesse d'avancement, elle se modifie. Voilà. Donc vous pouvez être en rotation ou en frontale, marche avant, marche arrière, avec ou sans eau. Si je mets avec eau, on entend la vanne motorisée qui s'ouvre, comme une station. Donc la vanne motorisée, elle fait une pré-ouverture assez importante pour pouvoir laisser l'eau rentrer, et après elle va réguler. Elle va mesurer sa pression avec un capteur de pression qui est exactement le même qu'il y a dans nos stations. Les automates sont les mêmes que ceux qu'il y a dans nos stations. On utilise le plus possible le même matériel partout pour avoir les pièces détachées. Quel est l'intérêt de réguler sur la vanne motorisée à l'entrée de la machine? D'être plus rapide déjà, parce que ça dépend des hydrostables. Si vous demandez à des gens comme Bernard, ils vont vous dire si les vannes hydrauliques c'est super performant. Ça peut, mais à quel coût? Aujourd'hui, les servomoteurs sont quand même des solutions abordables, des solutions fiables qu'on connaît bien. Si derrière on est capable de faire un automatisme qui pilote, on est sur un truc très efficace, très réactif. Et puis on peut lui faire ce qu'on veut. Et surtout, on n'a pas le problème qu'à la moindre fuite, le problème d'un hydrostable, il ne faut pas qu'il y ait de fuite, il ne faut pas qu'il y ait de bouchon. Ça demande de l'entretien. Il faut que les filtres ils soient vidangés tous les ans, il faut qu'ils soient vérifiés. Quand vous avez l'électrovanne, les électrovannes, ça lâche souvent. Les gens qui ont déjà des pivots ou des rampes, ils savent que les électrovannes, c'est une panne tous les 5 ans, on y a droit. Ouais, si c'est pas moins. Voilà, si c'est pas moins. Les servomoteurs, c'est les mêmes que dans les stations de pompage. Un servomoteur, ça fait 20 ans. Quoi. Ouais. Donc là, il attend la pression d'eau, il va ouvrir la vanne. Bon, hop, je mets sans eau, là ça repart et il va fermer la vanne. La vitesse ici, voilà. Ici on a le commutateur pour avoir de la pression ou pas. Ici on a une... Alors là je l'ai pas là, parce que le client s'en sert pas. Donc là on entend la vanne qui se ferme et elle va se fermer par petits saccades. Elle va se fermer doucement. Le problème avec les hydrostables aussi c'est souvent ça, c'est quand on a une rampe sur un réseau où elle n'est pas toute seule la machine, il y a des enrouleurs à côté. Le problème c'est que des fois on est obligé de mettre des espèces de petits gicleurs pour faire que ça se ferme doucement. Mais sauf que si ça se ferme doucement, quand il y a besoin que ça se ferme vite, parce que tout d'un coup il y a un coup de bélier sur le... Elle réagit pas vite. Enfin, que là c'est une vanne motorisée, donc on lui fait ce qu'on veut. Si on voit que la pression elle monte très vite, on ferme le plus vite possible. Si on voit que la machine elle a fini de travailler, on va fermer doucement la vanne comme un enrouleur pour que ça ne vienne pas perturber trop le réseau, que la pompe elle ait le temps de s'adapter et que ça ne vienne pas mettre le sbeul sur tout le réseau et tous les autres équipements qui sont en train de tourner. Sur une Kuma par exemple, sur un réseau avec 3 enrouleurs, une rampe. C'est ça, voilà, il y a 3 enrouleurs, une rampe. Quand la rampe elle s'arrête, surtout qu'en général les rampes c'est des très gros débits. Quand la rampe elle arrive, qu'elle se ferme, en général c'est compliqué, quoi. Ça perturbe un petit peu tous les équipements. Donc souvent ce que font les gens c'est qu'ils chantent complètement la vanne, puis ils y vont et puis ils ferment doucement. Alors, souvent ça se termine comme ça. C'est pas pour ça qu'on fabrique des machines.